RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame italienne, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao tout le monde. Bonne année Daniele et bonne année également Lolo. Salut Loïc. Merci Jérôme, bonne année à toi, bonne année à Daniele et bonne année à tous ceux qui nous suivent bien évidemment sur la chaîne YouTube. Tout va bien en Italie, les fêtes se sont bien passées Daniele? Oui, on a enlevé l'arbre hier, juste hier. Ah, le sapin. Nous on fête aussi le 6 janvier, c'est fête nationale en Italie. C'est-à-dire la Befana. C'est la Befana, la sorcière. Je sais pas, l'épiphanie. Ah, l'épiphanie, mais ça veut dire que c'est un jour férié. Oui, c'est un jour férié. Les enfants, ils ont des chaussettes pleines de chocolat. Et après ça, on enlève l'arbre et c'est fini. Très bien, Okay, c'est beau. Après tu vois, on dit qu'en France on a des jours fériés tout le temps, mais en Italie c'est encore pire. Visiblement, en tout cas ils ont celui-là, peut-être qu'ils en ont moins que d'autres, que nous. C'est vrai. Bon, en tout cas, on souhaite une très bonne année à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent également, les fidèles du football italien. On va parler du mercato d'hiver aujourd'hui, qui a ouvert ses portes le 1er janvier et qui bat son plein en Italie. Enfin, on va parler surtout du mercato estival, parce qu'on a décidé de tirer le bilan des recrues de l'été 2025 dans les 5 plus grands clubs de Serie A. On a donc sélectionné 5 flops qui peuvent évidemment encore inverser la tendance. Jonathan David, Christopher Nkunku, Luis Enrique, Noah Lang et Evan Ferguson. C'est parti pour l'After Italy. On démarre par celui qui défraie la chronique depuis son arrivée en Italie. Alors pas en dehors du terrain, c'est sur le terrain qu'il défraie la chronique. Un attaquant qu'on connaît très bien en France, le Canadien Jonathan David, l'avant-centre de la Juve, a brillé lors du dernier match à Sassuolo, Lolo, après l'épisode du penalty raté. Oui, il a marqué un but, il a fait une passe décisive contre Sassuolo, donc lors du match qui avait lieu en milieu de semaine, puisque ça jouait donc en Serie A en milieu de semaine. Ça lui a fait du bien parce que ça a mis un terme à 16 matchs de championnat sans marquer pour Jonathan David. Il avait pu trouver le chemin des filets en Serie A depuis le 24 août contre Parme, son tout premier match avec la Juve en Serie A. Alors, c'est pas suffisant encore pour rééquilibrer un bilan qui est quand même pas folichon, hein, avec 25 matchs joués, 12 titularisations, notamment parce que il n'était pas le choix numéro 1 d'Igor Tudor, l'entraîneur de la Juve en début de saison. 4 buts, 3 passes décisives, ça fait de lui un buteur toutes les 284 minutes. Donc clairement, pour celui qui était censé être l'atout numéro 1 de la Juve en attaque, c'est un peu insuffisant. Comment Jonathan David a rebondi après la polémique autour de son penalty raté quelques jours avant donc ce match de Sassuolo? La réponse de l'entraîneur des Bianconeri, Luciano Spalletti. La thérapie, c'est l'aptitude de chaque joueur envers lui à l'entraînement ces derniers jours. Ce que chacun lui a dit, ce que chacun lui a montré, David est quelqu'un de très bien, très sensible, très simple. Il ne cache rien de sa personnalité, c'est vraiment une bonne personne, mais il n'a peut-être pas encore les ressources nécessaires pour gérer tout ce qui lui arrive. Le fait de se sentir entouré d'une famille, d'un groupe qu'il aime, l'a beaucoup aidé à réaliser une grande performance ce soir. Daniele, est-ce que cette prestation convaincante de David à Sassuolo, ça peut lui servir de déclic? Oui, c'était important surtout pour les pénaltys que tu as cités contre Lecce, maladroitement manqué avec une sorte de panenka, que c'était même pas un vrai panenka, qui a été analysé dans tous les angles à la télé italienne. Pourquoi c'est qu'il a tiré, pourquoi il a tiré comme ça. Et Spalletti, il a coupé les polémiques en les titularisant encore une fois contre Sassuolo. Et comme on vient de le dire, il a marqué, il a fait la passe décisive pour Miretti. Et si vous regardez déjà après la passe décisive à Miretti, beaucoup de joueurs ils ont célébré avec lui, notamment McKennie. Mais après, quand c'est lui qui a marqué les buts de 3-0, vraiment toute l'équipe, tous les bancs, ils lui ont sauté dessus. Même Spalletti, chose que David, il a dit qu'il ne s'attendait pas à ça et qu'il était très content. Donc voilà, c'est l'affection, c'est le côté affection. Donc on peut dire que s'il ne va pas y avoir un déclic maintenant, ce n'est pas certainement à cause de la façon dont il a été traité par ses coéquipiers. Chose qu'on avait un peu fait allusion avant. C'est-à-dire quand on parlait du fait qu'il n'était pas invité au dîner d'équipe. Aujourd'hui, David, il a le soutien de l'équipe et les soutiens, surtout la confiance de l'entraîneur qu'il a choisi dans les moments les plus difficiles. Donc,
j'oserais dire qu'à partir d'ici, ça dépend de lui. Voilà, ils ne sont pas rancuniers les joueurs de la Juve, parce qu'on rappelle cette histoire-là, mais ils mettaient du parmesan sur les spaghettis vongole, sur les spaghettis aux palourdes. En tout cas, c'était l'explication qu'avait donnée, évidemment, la fausse explication qu'avait donnée Spalletti sur le fait qu'il n'était pas invité au dîner des joueurs. Et on ne met pas de parmesan sur les pâtes aux fruits de mer, évidemment. Ne faites jamais sur la ça. Pizza. Évidemment, ça va de soi. Bon, en tout cas, Jonathan David semble plus s'épanouir, Lolo, sous les ordres de Spalletti qu'avec Tudor. Ouais, c'est pas vraiment difficile parce qu'on sait qu'Igor Tudor lui préférait la concurrence, Loïs Openda, voire Dusan Vlahovic, qui était pourtant, on va dire, un petit peu à la cave. Et clairement, dans les chiffres, ça se voit. 14 matchs avec Luciano Spalletti contre 10 avec Igor Tudor, et un rendement qui est quand même nettement meilleur en termes de buts toutes les X minutes, puisqu'il marque toutes les 191 minutes depuis l'arrivée de Luciano Spalletti contre toutes les 562 minutes avec Igor Tudor. On l'a rappelé, il a connu quand même une très très longue disette, notamment en début de saison, notamment en Serie A. Mais effectivement, l'arrivée de Spalletti, c'est peut-être ce qui va le sauver en fait, et sauver son aventure à la Juve. Alors, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines de Jonathan David. On l'avait comparé notamment son début de saison avec celui de son arrivée au LOSC, où il avait mis du temps à être performant. David, après 25 matchs de compétition confondus, on va se rendre compte qu'il est plutôt en avance sur cet temps de passage avec le LOSC, même s'il est un peu moins titularisé. Il marque plus de buts et il est plus souvent décisif sous toutes les 163 minutes, donc si on accumule les buts et les passes D. En revanche, il doit encore quelque part justifier l'investissement qui a été fait par la Juve sur lui. On sait que c'était déjà même le cas encore avant à la Gantoise, c'est-à-dire qu'à la Gantoise, au LOSC et là à la Juve, c'est quelqu'un, il lui faut un temps d'adaptation, et c'est vrai que le problème c'est qu'à la Juve, t'as pas le temps, parce que c'est une équipe ambitieuse, c'est une équipe qui effectivement vise quand même le Scudetto, fait partie des candidats au Scudetto, et qui avait mis avec l'arrivée de Jonathan David, qui pensait avoir trouvé son numéro 9, celui qui allait leur permettre justement de se mêler à cette course Scudetto et de remplacer Dusan Vlahovic, qui est en fin de contrat en juin prochain, et qui donc était déjà plus vraiment dans les plans. Et là, pour l'instant, effectivement, 2 buts en Serie A à mi-championnat, c'est forcément trop peu pour quelqu'un qui suscitait énormément d'attentes autour de sa personne. Deuxième plus gros salaire cette saison, donc avec 6 millions d'euros brut annuels pour Jonathan David à la Juve, loin de Vlahovic. Il gagne 2 fois moins, mais Vlahovic, c'est un salaire qui date d'une autre époque. Il est devant Bremer, il est devant Koopmeiners, c'est devant Loïs Openda. Daniele, qu'est-ce qu'on dit de Jonathan David en Italie ? Est-ce qu'on croit en sa réussite ? Est-ce que la Juve, on en a même parlé d'une possibilité qu'il aille carrément sur le marché des transferts et qu'on puisse le vendre ? Oui, justement, avant le match contre le Sassuolo, c'était un peu ça les bruits, et ça parlait de manque de confiance. Il faut dire que la blessure de Vlahovic a sorti de la chambre, on va dire, un gros éléphant. Parce que Vlahovic, il est en train de bien jouer, et avant qu'il s'est blessé, on parlait plutôt de renouveler le contrat à Vlahovic plutôt que de croire en David. Il faut dire que oui, même si la première saison avec Lille, c'était à peu près dans cette statistique-là, il avait 20 ans à cet âge-là, à cette époque-là. Donc là, c'est un peu moins explicable. Et aussi, il faut dire que même s'il se rattrape sur cette saison-là, il va marquer à la fin de la saison 13 buts, comme justement à la première saison à Lille. C'est loin de ce qu'on attendait de David, que dans les dernières 3 saisons, il a toujours marqué 25 ou plus de 25 buts. Donc, je pense que sa chance, ça pourrait être de marquer des buts lourdes, qui ont un poids différent, c'est-à-dire des buts dans des matchs que la Juventus va jouer pour justement rentrer dans les premières 4 du classement. C'est-à-dire qu'il doit marquer des buts un peu plus importants que les 3-0 contre Sassuolo. On verra ça évidemment. Donc pour Jonathan David, à suivre. Deuxième flop qu'on a sélectionné, c'est Christopher Nkunku. L'attaquant français semblait lancé en fin d'année avec un doublé, Lolo, mais il s'est encore blessé. Oui, il est blessé à la cheville. D'ailleurs, il va manquer le match de milieu de semaine, donc face au Genoa. Et c'est dommage parce que justement, lui aussi avait retrouvé le chemin des filets, Christopher Nkunku. Alors effectivement, si on compare à sa saison dernière avec Chelsea, il est un petit peu en deçà de ses temps de passage de la saison passée. Il est décisif toutes les
159 minutes, mais on le voit, il n'est pas toujours titulaire avec l'AC Milan, ce qui était aussi le cas à Chelsea la saison passée. Chelsea, de toute façon, qui avait décidé de l'écarter en fin de saison dernière, et c'est pour ça qu'il est arrivé un petit peu hors de forme à Milan, et du coup, il a mis un peu plus de temps que les autres pour commencer à trouver une sorte de forme d'efficacité. Plus grosse recrue de l'été dernier. Ouais, 37 millions plus bonus, donc là aussi, forcément, quand tu es la plus grosse recrue estivale de Serie A, carrément, on attend plus de toi, et surtout que là aussi, voilà, il venait peut-être un peu pour bouger Raphaël Leao, qui était plus tellement en odeur de sainteté à l'AC Milan, et qui a retourné un peu tout son monde, et qui maintenant est titulaire indiscutable, notamment aux côtés de Pulisic, dans le 3-5-2 de Max Allegri. En tout cas, Allegri lui fait confiance. Le 13 décembre dernier, voilà ce qu'il disait, Massimiliano Allegri, le coach du Milan, sur Nkunku. Il a besoin de retrouver sa condition physique, car quand il est arrivé, il n'était pas vraiment en forme. Il doit être plus serein. Il est dans un club où tout le monde veut qu'il soit là. Le staff, le club, ses coéquipiers ont toute confiance en lui. Il doit sourire un peu plus. Voilà, c'est même ce qu'avait dit Allegri. Alors, on a beaucoup parlé d'un départ d'Nkunku il y a quelques jours en Serie A, Daniele. On a même parlé d'une offre de 30 millions d'euros de Fenerbahçe. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce qu'il va rester au Milan ? On sait qu'il y a du monde aussi à son poste. Il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver. Ils sont très nombreux pour seulement 2 positions d'attaquant. Oui, justement, la concurrence, c'est le problème principal pour Nkunku, au-delà de récupérer sa meilleure forme, parce qu'il n'a pas l'air très en forme encore. Mais voilà, les Milan, comme tu le disais, ils jouent avec 2 attaquants. Pulisic, c'est un poste, s'il est là, il est disponible, il est titulaire, c'est un des meilleurs joueurs du championnat en ce moment. L'autre place, apparemment, a priori, ça devrait être pour Leao, que Allegri, il a changé, il lui a changé des rôles, il a fait devenir un attaquant. Quand Nkunku, il a joué avec Leao aussi, par contre, Leao, il a pris un peu la place de Pulisic, et Nkunku, il a fait le numéro 9. Dans cette place-là, il y a aussi Füllkrug. Donc, Leao, Nkunku, Füllkrug, ils sont 3 pour en gros une seule place, si Pulisic il est disponible. Et après, s'il n'est pas disponible Pulisic, il y a aussi Loftus-Cheek qui peut jouer à cette place-là. Donc voilà, il va falloir voir comment Nkunku il va gagner du temps de jeu dans une équipe que, on le rappelle, ne fait pas la Champions League, ne fait pas l'Europa League, elle ne fait plus la Super Coupe d'Italie. Bon, ils sont sortis en demi-finale. Ils font la Coupe d'Italie, bien sûr, mais on va voir pour combien de matchs. Donc, je pense que d'ici le mois de juin, il va falloir loter avec un peu plus d'énergie de la part d'Nkunku. Ouais, il va falloir voir surtout comment ça se termine d'ici la fin du mercato hivernal, parce que lui, on rappelle qu'il y a la Coupe du Monde aussi dans le viseur. Il a été plutôt performant avec les Bleus quand il est revenu dans le groupe. Donc, c'est vraiment un moment charnière quand même. On a l'impression que pour Nkunku, c'est maintenant qu'il doit prendre une décision quelque part. En fait, t'es partagé entre le fait de dire je m'accroche parce que tout le monde me kiffe en plus au sein du club, et donc je me bats pour avoir ma chance, mais comme on le disait, il y a la concurrence, et on n'a pas évoqué Santiago Jiménez qui lui est blessé pour 3-4 mois, mais qui est encore là aussi en attaque. Et puis la tentation du temps de jeu qu'il aurait à Fenerbahçe, ça c'est quasiment sûr. Il y retrouverait d'ailleurs Domenico Tedesco qui l'a eu à Leipzig. En revanche, est-ce que Fenerbahçe va pouvoir mettre plus de 30 millions d'euros, parce que Milan fera pas de moins-value sur Nkunku. Ils ont aucune envie qu'il parte. S'il part, ils le remplaceront. Mais voilà, il faut que Fenerbahçe ait les moyens, et ça c'est pas dit. Oui, Fenerbahçe, il vient d'acheter Guendouzi à la Lazio pour une trentaine de millions. Mais les dernières nouvelles, c'est que Nkunku, il ne veut pas partir. Et aussi, Allegri, il voudrait avant avoir un remplaçant. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, le Milan, il a joué sans attaquant pour remplacer justement Nkunku qui jouait et Leao. Donc voilà, il va falloir d'autres joueurs. Dossier chaud en tout cas, suivi de près par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, le dossier Nkunku. On fait une petite pause dans l'After Italie, on revient tout de suite et on parle d'autres flops de l'été dernier, et notamment de Luis Enrique, l'ancien Marseillais, de Noah Lang et d'Evan Ferguson. À tout de suite. On est de retour dans l'After Italie, toujours avec notre drôle de dame Daniele Manussia, avec Loïc Moreau. On parle des flops de l'été dernier, du mercato estival en Serie A. On a parlé d'Nkunku, on a parlé également de Jonathan David. Disons un mot maintenant, s'il vous plaît, de Luis Enrique, recruté à Marseille dès le mois de juin dernier, Lolo, parce qu'ils en avaient besoin, l'Inter, pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Oui, et puis c'était un profil que l'Inter n'avait pas vraiment, quelqu'un qui percute, quelqu'un qui dribble. Donc que Simone Inzaghi, à l'époque, avait
en grande estime. Alors c'est vrai qu'on se souvient, il sortait d'une saison un petit peu mid avec l'OM. Pourquoi ? Parce qu'il avait été aussi pas mal baladé au niveau des postes. Il jouait tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc il était quand même décisif. Comme on le voit, il était décisif toutes les 147 minutes avec l'OM la saison passée. Mais voilà, l'Inter, lui, il était plutôt destiné à apporter quelque chose de différent. On sait que les pistons, il y a Di Marco à gauche, il y a Dumfries à droite et qu'en général ça bouge pas. Mais voilà, apporter un côté un peu plus, on va dire, percutant. Et force est de constater que ce côté percutant, pour l'instant, il l'a pas encore parce qu'il a toujours pas marqué et il doit se contenter d'une passe décisive seulement. Alors, il est titulaire en ce moment parce qu'on le sait, Denzel Dumfries est blessé. Il y a quelques jours, quelques semaines même, Christian Chivu, son entraîneur, s'est exprimé sur le cas Luis Enrique. Il disait Denzel n'est pas là. Luis est le plus adapté parce que c'est son rôle. Il faut lui donner de la confiance et de la continuité. On le critique souvent, mais il ne me semble pas qu'il ait fait moins bien que d'autres à ce poste. Il est timide, il a besoin de ma confiance et de celle de l'équipe. Bon, quand on lit entre les lignes, Daniele, on n'a pas l'impression non plus que Chivu lui voue une confiance totale. Ben non, Chivu lui-même, il y a quelques semaines, lui a préféré Andy Diouf, qui n'est pas pourtant latéral droite, à ces postes-là. Donc, et en plus, il dit c'est son rôle, mais comme on connaît l'histoire de Luis Enrique, c'est pas vraiment son rôle. C'est-à-dire, c'est pas un latéral droit des formations. C'est plutôt un joueur qui, au Brésil, il jouait dans les dernières parties du terrain, sur les 3/4. Mais dans les derniers matchs, il est en train de bien jouer. C'est toute l'Inter qui est la plus solidaire. Les joueurs, ils parlent le même football. Il y a plus de joueurs autour de Luis Enrique qui s'est bien lié avec Marcus Thuram qui s'est écarté à droite, avec Bissek qui montait de ces côtés-là. Et c'est un joueur très différent que Dumfries. Il a un impact moindre sûrement dans les dernières tiers du terrain. Dumfries, c'était pratiquement un attaquant en plus. Mais il peut en revanche contribuer davantage et mieux, surtout à la phase des possessions. Il est plus technique, il se déplace aussi dans les zones antérieures du terrain. Il peut améliorer la phase des possessions de balles et l'imprévisibilité aussi de l'Inter sur le développement du jeu. C'est-à-dire, il a plus de possibilités techniques. Je pense que de tous les joueurs dont on est en train de parler, c'est celui-là le mieux placé pour faire une bonne deuxième partie de saison. Bon, en tout cas, il a du temps devant lui puisque Dumfries est toujours blessé. Donc on verra s'il est apte à... Si tu veux rajouter quelque chose. Non, effectivement, comme tu dis, Dumfries est blessé de toute façon jusqu'à mi-mars, si je dis pas de bêtises, au moins début mars. Donc effectivement, là, il a été encore titulaire à Parme lors du match de milieu de semaine. Et l'Inter a quand même tenté un coup. C'est Joao Cancelo, le latéral droit portugais, qui est passé d'ailleurs par l'Inter il y a quelques saisons, a essayé de le faire venir cet hiver parce qu'il y avait une opportunité. Finalement, il semblerait se destiner à Barcelone. Donc on voit que Luis Enrique, c'est quand même un peu un choix par défaut, même s'il a enchaîné une 9e titularisation d'affilée. Et Daniele a raison, voilà, il a encore un profil différent, mais ça c'est sur le papier, on va dire sur le terrain, et c'est ça qui lui est reproché notamment par la presse italienne et la presse milanaise, c'est qu'en fait il fait pas ce qu'on attend de lui, et c'est la problématique, c'est qu'il apporte pas grand chose. Et du coup, quand tu as lâché quand même 23 millions sur un joueur de ce profil pour être un joueur de complément, ça fait cher quand même pour le rendement. Le quatrième flop qu'on a sélectionné s'appelle Noah Lang, débarqué du PSV pour plus de 20 millions d'euros l'été dernier. Le Neymar, le néerlandais, a beaucoup de mal à performer, Lolo. Oui, c'est sûr. Il a connu des débuts difficiles, Noah Lang. Alors après, il passe d'un championnat différent à l'Eredivisie. On sait qu'il sortait d'une grosse saison avec le PSV. C'était un joueur qui était clairement voulu à la fois par le directeur sportif Giovanni Manna et surtout par l'entraîneur Antonio Conte, qui était arrivé, on va dire, à la base dans un rôle pour remplacer Kvicha Kvaratskhelia, mais bon, c'est pas facile de remplacer le Parisien, et on le voit, c'est un joueur qui est plus un joueur de complément dans le 11 de Conte. 23 matchs, 8 titularisations, un but et une passe décisive. Il a été passeur décisif d'ailleurs lors du match de milieu de semaine, le match nul de partout face à Vérone, mais effectivement, ça fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 400 minutes contre toutes les 108 minutes avec le PSV la saison passée, où c'était vraiment un homme clé. Donc c'est quelqu'un qui, sur le terrain, apporte pas encore les garanties souhaitées par Antonio Conte. Conte qui le fait quand même jouer un peu plus, mais qui en octobre dernier, à la veille de PSV Napoli, donc des retrouvailles de Noah Lang avec son ancien club, eh bien, il avait demandé à son joueur de patienter un peu. Noah stia crescendo
Noah progresse surtout sur le plan tactique. Quand il jouait ici au PSV sur le plan offensif, il avait une liberté de mouvement totale. Nous, quand on a décidé d'aligner 4 milieux centraux, il a fallu réduire l'espace et cet espace s'est réduit sur le côté gauche. On a dû trouver une autre solution pour créer de la largeur. C'est aussi ce qui s'est passé avec le 4-3-3 quand j'ai fait jouer Neres à gauche car je le trouvais plus près. Lang sera titulaire un match, c'est certain, il doit continuer à travailler comme il le fait. Alors Noah Lang s'était plaint à l'époque de ne pas parler souvent avec Antonio Conte, il s'était parlé juste une seule fois. Ça va marcher, Daniele, Noah Lang au Napoli, sachant que Antonio Conte semble faire preuve d'un peu plus de flexibilité au niveau de son système de jeu désormais? Pour Noah Lang aussi, il y a eu des bruits du marché. On a parlé de Galatasaray, notamment en Turquie. Giovanni Manna, il a démenti ces bruits-là. Et par contre, aujourd'hui, le Corriere dello Sport, il a écrit que Noah Lang, il a demandé à Naples de rester à Naples. Il voudrait rester à Naples. Les clashs des caractères, c'était évident au début, avec Noah Lang qui s'était plaint aussi au sein de Ronnie Koeman, l'entraîneur de la nationale néerlandais, de pas avoir joué avec la balle tous les premiers mois à Naples. Et Conte, il jouait pas avec des ailiers. Là, il est passé au 3-4-3. Il a joué un peu plus Noah Lang, mais il est loin d'être encore un titulaire. Il a joué contre Verona hier. Il a joué plus. Il a joué presque tout le match. Il n'y avait pas David Neres sur le terrain. Mais c'est quand même un joueur très différent de celui qu'on voyait en Eredivisie. C'est un joueur plus contrôlé, plus dans la conservation du ballon. Il veut pas se rater. Ça, on le voit bien. Il faut comprendre, c'est une question de timidité. Ou même des requêtes d'Antonio Conte, aussi c'est plutôt la différence entre les deux niveaux du championnat. En Italie, on le sait bien, il y a moins d'espace. Il faut lui donner du temps, et il faut lui donner surtout des possibilités. Naples, il a beaucoup en jeu en cette deuxième partie de saison. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le contexte idéal pour s'exprimer pour un joueur comme Noah Lang qui doit avoir la liberté de se rater. C'est marrant parce que ça c'est sur le terrain, mais en dehors du terrain, les tifosi napolitains ils le kiffent parce que en fait son caractère, c'est un joueur qui a quand même un sale caractère, c'est un joueur qui a une vraie personnalité, c'est un joueur qui s'est parfaitement intégré au microcosme napolitain, il a adopté les codes, la culture, il tweet en napolitain, il fait des hommages à Maradona et il rappe et tout, donc en fait il a un peu toute la panoplie du gars qui a été adopté par les tifosi. Maintenant il lui manque juste en fait le déclic effectivement sur le terrain, être capable de reproduire un peu tout le talent qu'on a vu de lui, notamment quand il était en Eredivisie au PSV. Et il lui manque surtout sans doute l'affection du manager, et avec Conte c'est compliqué d'avoir de l'affection. On termine ce flop 5 par l'avant-centre de la Roma, Evan Ferguson. On a hésité avec Leon Bailey, autre joueur de la Louve, Evan Ferguson, qui pourtant a marqué mardi soir à Lecce, Lolo. Ouais, il a marqué à Lecce, il a marqué contre Pise, qui est dernier de Serie A, il a marqué contre le Celtic, qui est le pire Celtic de l'histoire récente. Evan Ferguson, bon voilà, c'est quand même quelqu'un qui est en difficulté cette saison, même si effectivement il a trouvé le chemin des filets en milieu de semaine. 20 matchs, il n'est pas tout le temps titulaire. Hein. Il avait, un match sur deux, ouais. il avait eu l'occasion, pourtant, hein, il y a eu quand même des blessures, notamment celle d'Artem Dovbyk. Donc il a eu de la place, il a eu le temps pour s'exprimer, mais on voit que statistiquement c'est un peu compliqué. 5 buts, et on l'a dit, pas face à des gros clubs, de passes décisives. Mais est-ce vraiment étonnant de la part de quelqu'un quand même qui sortait d'une saison compliquée en Première Ligue la saison passée, avec Brighton puis avec West Ham, un petit but seulement en 23 matchs, alors 23 bouts de match, hein, ça faisait à peu près 300 minutes si je dis pas de bêtises. Donc à sa décharge, Evan Ferguson, c'est un jeune joueur, 21 ans, et on avait du mal déjà à l'imaginer comme un titulaire, le 9 indiscutable à la Roma. À l'image de Conte avec Noah Lang, Gasperini, son entraîneur, on ne peut pas dire qu'il lui témoigne non plus une énorme confiance. Le 20 décembre 2025, Gasperini disait: entre Ferguson et Dybala, toute ma vie Dybala, même en tant qu'avancante, toute ma vie Dybala. Ferguson ne me convainc pas, il ne s'est pas encore immergé dans l'esprit. Dybala et Soulé ont une qualité technique bien supérieure, on ne peut pas comparer ces joueurs. Bon, on a vu louange plus facile quand même. Gasperini, il est dur, Daniele, avec Evan Ferguson, non ? Oui, il a insisté depuis le début de l'année sur les niveaux techniques de Ferguson. Et par contre, il faut dire que c'est une autre chose que Gasperini il dit toujours. Lui, il le fait jouer. C'est-à-dire, moi, je le fais toujours jouer. Quand il est disponible, il joue toujours. Peut-être il ne commence pas les matchs, mais il joue toujours.
C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup fait. Franchement, contre les derniers matchs, je me souviens plus contre qui c'était hier, mais on joue trop de matchs en Italie à ces moments. Mais il a marqué un très Lecce. contre Lecce. Il a marqué un très joli but, c'est-à-dire il s'est retourné, il a frappé avec de la rapidité que voilà, il avait du mal à voir avant. Lui aussi, il va avoir des possibilités parce que la Roma, elle cherche Zirkzee, mais la piste de Zirkzee, c'est compliqué avec les départs d'Amorim à Manchester. Donc, il risque d'être quand même les premiers choix pour Gasperini comme attaquant. Lui, il dit tout la vie Dybala, mais les supporters de la Roma et qui regardent les matchs de la Roma, ils les voient bien. Dybala, il n'est pas au niveau. Dybala, il ne va pas durer longtemps comme avant-centre de la Roma. Donc, Ferguson, il va avoir des responsabilités. Et la Roma, elle joue les premières 4 places en Italie. Il est jeune, il vient, on en a parlé de la saison dernière, mais Ferguson, c'est surtout quelqu'un qui vient d'une énorme blessure la saison d'avant, au genou, il s'est cassé les ligaments croisés. Donc, il peut moi, je crois encore qu'il peut revenir au niveau qu'il avait quand à Brighton, il appelait Monsieur 100 millions, parce qu'il pensait le vendre à 100 millions. Voilà, il faut avoir un peu d'espoir dans la vie d'ailleurs, non ? Il coûte un peu moins de 100 millions. Hein. Il est prêté pour 3 millions. Il y a 3 millions d'indemnité de prêt de la Roma et une option à 37. Alors pour l'instant, il est peu probable qu'elle soit levée. Mais effectivement, en termes de coût, pour l'instant, il ne coûte pas tant que ça à l'AS Roma. Et on verra évidemment si Gasperini continue à lui témoigner cette confiance limitée, sachant que il a même fait jouer des milieux de terrain à ce poste d'avant-centre cette saison. Donc c'est dire quand même toute l'estime qu'il porte à Evan Ferguson. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà les 5 joueurs, les 5 flops de l'été dernier en Serie A. Évidemment, on pourra tirer un bilan plus définitif à l'issue de la saison. Daniele, merci. Lolo, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel After Italy. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous, donnez une note et écrivez un commentaire. Ciao. RMC After Paris.